Charlotte Parmentier-Lecoq, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Le petit-neveu de Brigitte Macron a été agressé devant la chocolaterie familiale à Amiens, c'était lundi soir. L'indignation est générale. De quoi cette violence est-elle le nom ? De quoi est-ce qu'elle est le nom D'un mouvement profond de colère française qui s'en vient à s'en prendre aux parents de l'épouse du président. Non, ouais, moi, je pense qu'elle est plutôt l'expression d'une colère aveugle. C'est-à-dire que il n'y a pas de sens, en fait, à agresser ces personnes simplement parce qu'elles sont membres de la famille du président. Mais je pense que c'est une colère un peu qui se libère et qui se transforme en violence parce qu'il y a aussi une forme de complaisance un petit peu parfois autour de cette violence qu'on laisse s'exprimer ou parfois que l'on laisse un petit peu se justifier au motif. Et d'ailleurs, c'est les personnes, j'entendais les auteurs de ces violences l'ont dit, comme il nous écoute pas le président, eh bien on peut s'exprimer et on peut se faire identifier, enfin se faire entendre de cette manière. C'est l'argument d'une partie de la gauche. Il y a une violence sociale de l'État, la réforme des retraites, et donc il y a une violence physique en retour. Ça ne justifie pas, mais ça explique, disent-ils. C'est ça. Et d'une certaine manière, on vient justifier, en fait, je trouve, cette violence parce que on tolère qu'elle existe. Et là, je pointerai sans hésiter la France insoumise parce que c'est souvent dans leurs propos, on condamne la violence, sauf finalement quand elle s'oriente vers leurs ennemis politiques, c'est-à-dire vers le président de la République, vers les députés, vers le gouvernement. Et donc à chaque fois, c'est oui, mais parce que il n'a pas suffisamment écouté. Et ils essayent aussi d'instiller l'idée que finalement, on n'est pas en démocratie, et donc c'est le seul moyen pour le peuple de se faire entendre que de basculer dans la violence. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on torde le cou à ces méthodes, à ces pratiques, et qu'on condamne systématiquement ces violences. La justice là-dessus va passer, mais il faut aussi que politiquement, on soit tous bien clairs de rejeter toutes les violences. Et ça veut dire qu'on ne doit pas voir des élus qui appellent à la haine, qui appellent à aller dans les permanences des parlementaires, qui valident qu'on puisse, je me souviens, murer la maison d'un parlementaire alors qu'il y a sa fille à l'intérieur de la maison, ou qui se prononce, on peut faire un peu le parallèle aussi sur d'autres formes de violence, les violences conjugales. On est contre les violences conjugales, mais finalement, quand c'est un de nos députés qui est condamné pour violence conjugale, à un moment donné, on peut quand même le reprendre parmi nous, parce que lorsque c'est des violences du fait d'un de leurs membres ou lorsque c'est envers leurs ennemis politiques, il y a beaucoup plus de complaisance. Le maire de Saint-Brévin est reçu à Matignon. La violence qu'il a subie et qui l'a mené à démissionner, c'est le même phénomène pour vous? On est dans autre chose. Là, c'est plutôt l'extrême droite qui était contre lui. Oui, je pense que c'est un peu les mêmes phénomènes où on laisse un petit peu se justifier certaines pratiques, certaines colères. Et je crois qu'on ne montre peut-être pas assez les sanctions qu'il peut y avoir lorsqu'on se livre à ce type d'acte. Il faut les durcir peut-être, ces sanctions. Oui, alors je pense qu'elles ont déjà été durcies plusieurs fois. Donc il faut les appliquer. Donc il faut les appliquer. Il faut aussi, je pense, communiquer là-dessus et que ce soit systématiquement et dissuasif. Condamné. Ouais. Alors Elisabeth Borne commence à recevoir aussi les syndicats, une partie hier, une partie aujourd'hui. Alors tous les syndicats réclament au préalable, la réforme des retraites doit être retirée. Est-ce que cet accueil des syndicats par la Première ministre ne va pas finalement relancer la mobilisation sociale ? Je ne crois pas. En tout cas, moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est quand même plutôt que les citoyens ont envie qu'on avance et qu'on règle aussi d'autres problèmes. Moi, j'ai entendu sur le marché beaucoup de gens dire il faut revenir sur les questions de sécurité, donc les violences, tout ça les inquiète. Il faut avancer sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions aussi d'accès aux soins, mais ils n'ont pas forcément envie qu'on réouvre en permanence le débat des retraites. D'abord, moi, j'ai beaucoup de citoyens sur le terrain qui me disent « Bah oui, il fallait la faire, cette réforme. » Mais nous, on ne va pas aller manifester pour dire qu'il fallait aller la faire, cette réforme. Il y a une majorité silencieuse, il y a des voix une minorité qu'on n'entend pas non plus sur le fait qu'à un moment, il faut quand même être raisonnable, il faut traiter les problèmes et pas mettre la poussière sous le tapis en laissant à nos enfants de devoir gérer plus tard de la dette. Le sujet va rebondir le 8 juin avec
la proposition de loi du groupe Lyotte qui veut abroger cette réforme des retraites. Alors, souhaitez-vous que l'article 40 de la Constitution soit activé? C'est un article qui interdit des textes créant des dépenses portant atteinte aux finances publiques. Faut-il tuer dans l'œuf cette proposition? Ah oui, complètement. Nous, on souhaite vraiment, c'est vraiment la position qu'on a partagée d'ailleurs hier en réunion de groupe, intergroupe avec Horizon et avec le MoDem, très unanime au sein de nos groupes. À un moment donné, d'abord, il faut vraiment dénoncer l'hypocrisie de cette proposition de loi parce que les auteurs de cette proposition de loi savent pertinemment qu'elle n'ira pas au bout. Pourquoi? Parce que même si elle pouvait être adoptée à l'Assemblée nationale, elle ne le sera pas au Sénat. Oui, mais elle reviendrait après. Donc... La CMP sera de toute façon pas conclusive. Et in fine, le Conseil constitutionnel, de toute façon, l'a censuré par l'article 40. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que il faut tuer dans l'œuf, d'essayer de donner un peu un espoir et de réattiser à nouveau le débat sur un texte qui vient d'être promulgué démocratiquement, c'est-à-dire dans le respect de nos institutions. Et nous, ce qu'on dit, c'est que il y a une Constitution. À un moment donné, si les parlementaires eux-mêmes ne respectent pas la Constitution, où est-ce qu'on va? Donc, il y a l'argument de l'article 40 et la question du financement. Parce que, alors, là, on est vraiment dans le pur populisme, c'est-à-dire qu'on dit aux Français, vous inquiétez pas, nous, on va faire une proposition de loi, on va repasser à 62 ans, mais on ne dit pas comment on va financer, en fait. On dit il y aura une conférence sociale pour gérer le financement. Non, on dit, parce que c'est comme ça qu'on doit prévoir le financement des propositions de loi, on dit, ça va être sur la base de la création ou de l'augmentation d'un impôt. Là, en l'occurrence, dans cette proposition de loi, l'augmentation de la taxe sur le tabac. Donc je sais pas à combien il va falloir passer le paquet de cigarettes, mais peut-être qu'il faudra qu'on ait des paquets de cigarettes à 50 € et qu'on fume tous 4 paquets de cigarettes par jour. Pour trouver 15 milliards. Pour pouvoir financer cette formidable proposition-là. Donc nous on dit, à un moment donné, il faut être sérieux. On ne peut pas créer 15 milliards de dépenses sans dire comment est-ce qu'on va financer ça. Et justement, l'article 40 de la Constitution, il existe pour ça, pour dire que les parlementaires peuvent pas créer de charges. Les syndicats parlent aussi de hausse des salaires avec la Première ministre. Que peut-on faire? Que peut faire le gouvernement? Que pouvez-vous faire, vous, au Parlement, pour que les salaires soient poussés vers le haut en ce temps d'inflation? Alors, d'abord, je veux dire qu'on a fait quand même beaucoup de choses pour faire évoluer le SMIC, pour faire évoluer le net, on va dire, des salariés, en particulier les premiers niveaux de salaire, le SMIC, parce qu'on a fait baisser les cotisations, parce qu'on a augmenté les seuils pour la prime d'activité, parce qu'on a baissé aussi l'impôt sur le revenu, donc le net, on va dire, touché par mois. Pour ces catégories-là, il a augmenté, mais ensuite, vraiment sur la progression des salaires, il y a une incitation forte du gouvernement pour que les partenaires sociaux négocient, mais c'est les partenaires sociaux qui doivent négocier, c'est les employeurs et les salariés, représentés par les branches professionnelles, qui doivent en fait négocier là-dessus. Et ça fonctionne dans certaines branches. On l'a vu dans l'hôtellerie, par exemple. On a bien augmenté, hôtellerie-restauration. Crise de main-d'œuvre, donc on négocie. On a bien augmenté les salaires. Et j'allais dire, les syndicats doivent vraiment se saisir du contexte parce que, comme il y a beaucoup de difficultés de recrutement aujourd'hui pour les entreprises, qu'heureusement il y a de l'emploi qui se crée, ils ont une force de frappe, ils ont un rapport de force bien équilibré où eux, ils peuvent demander qu'on augmente les salaires. Et dans certains cas, l'État est venu aussi accompagner. Je pense par exemple au secteur de l'aide à domicile, où on a encouragé la négociation pour que dans le secteur de l'aide à domicile, dans l'associatif, il y ait un avenant qui augmentait considérablement les rémunérations en disant l'État va aider à financer ces hausses de salaire. Les départements, dans la plupart des cas, ont aussi cofinancé ces hausses de salaire. Donc parfois on peut le faire, mais dans le secteur privé, lucratif, il faut que ce soit vraiment les partenaires sociaux qui fassent ce job de négocier. Et les syndicats sont forts en ce moment pour le faire. Sous le quinquennat précédent, vous avez fait voter une loi sur la santé au travail. La pénibilité est toujours d'actualité. Est-ce qu'on peut faire un nouveau texte? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que cette loi,
elle a eu une construction particulière. Je l'ai écrite avec Carole Grandjean. Elle a une construction particulière parce que elle s'est vraiment coécrite avec les partenaires sociaux qui avaient négocié un accord national interprofessionnel. Et on leur a dit, si vous arrivez à négocier sur la santé au travail et à vraiment porter des ambitions en matière de prévention, nous, on va reprendre dans la loi, on prépare le véhicule législatif, on reprend exactement votre négo. C'est ce que l'on a fait. Et on a travaillé aussi avec les sénateurs pour venir densifier tout ça, améliorer les questions de pénurie de médecins du travail avec des infirmiers en pratique avancée, des médecins praticiens correspondants, de la télémédecine. On peut faire la même chose sur la pénibilité? Même méthode? Alors, il faut bien dire qu'en matière de pénibilité, il y a des avancées fortes qui ont été prises dans la réforme des retraites. On n'en a pas parlé, mais les syndicats n'étaient pas d'accord sur le décalage de l'âge, mais ils étaient porteurs de propositions sur la pénibilité. Et notamment, qu'on puisse définir des métiers qui sont pénibles sur tout ce qui est ergonomique. Et à partir du moment où ces métiers sont définis par les organisations syndicales, les personnes qui sont concernées par ces métiers pourront avoir une visite médicale à 61 ans qui déterminera s'ils peuvent partir à 62 ans plutôt que 64 ans en raison de l'impact de pénibilité sur leur métier. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'il faut pas une visite à 40 ans pour éviter à 61 ans d'être cassé comme cassé? Elle existe et d'ailleurs cette visite médicale, on l'a créée justement dans la loi santé au travail que j'ai portée avec Carole Grandjean. Donc elle existe et maintenant elle est dans la loi. Donc il y a eu ce travail sur la santé au travail et la prévention qui a été fait en amont de la réforme des retraites. Ça n'a pas été très médiatisé, très connu, mais c'est une réalité. Et vraiment, tout le système de santé au travail s'organise et se densifie pour pouvoir répondre et faire plus de prévention. C'est-à-dire que on regarde vers 45 ans un peu l'état de santé de la personne et en fonction de ça, et ça a été bien réaffirmé dans la réforme des retraites, on travaille sur des parcours professionnels pour peut-être changer de métier ou pour renforcer la prévention, ou pour prévoir un départ anticipé, pour pouvoir dire, bah voilà, il y a des impacts sur votre santé dus à votre métier, et de ce fait-là, on prend en compte votre pénibilité, et donc vous allez pouvoir partir. Donc il y a des mesures qui existent. Il faut le dire, il y a des mesures qui ont été votées en 2021, et il y a des mesures qui sont aussi dans la réforme des retraites. Et c'était des mesures qui étaient voulues par les partenaires sociaux qui ont été mises dans la réforme des retraites. Charlotte Parmentier-Lecoq, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci. On retiendra l'hypocrisie de la proposition de la loi Lyotte et puis que la réforme des retraites prend en compte la pénibilité du travail grâce à une visite médicale. Merci à vous. Christophe, on vous retrouve demain en compagnie de Renaud Muselier, président de la région PACA. À demain. Radio J, retrouvez le bar